Moi, je vais vous poser une question plus en détail par rapport au début, où déjà dès le début, vous annoncez par des petits détails qu'il faut aller chercher. Moi, c'est la deuxième fois que je le vois, donc c'est une certaine occasion. Notamment ce gars qui est planqué sous les taux et qui est déjà un peu dans ce post-traumatisme que vous annoncez. Oui. Et voir d'autres soldats. En fait, c'était des... ils étaient en état de sidération, en fait. Hein. C'est un peu ça que je cherche aussi, très modestement, mais à créer un effet de sidération quand même sur le spectateur aussi. Par cette première séquence très choc comme ça. Et parce que en fait, si vous voulez, en fait, ce qui m'a servi le plus pour monter, pour écrire et pour filmer cette première séquence, c'est la littérature en fait. Et moi, dans tout ce que j'ai eu beaucoup de films sur la Première Guerre mondiale, les tranchées, etc. Et en fait, j'ai toujours été insatisfait. Je n'ai jamais retrouvé ce que je sentais à la lecture des récits, voilà, des grands romans de guerre. Parce que c'est... Oui, bah, j'ai lu... le premier que j'ai lu, j'avais lu La main coupée de Sandra, par exemple, voilà, ceux de 14, le Genevois, d'Orgelès, Les Croix de Bois, Le Feu, Barbus, La peur de Gabriel Chevalier, entre autres, et puis d'autres choses qui sont des choses moins connues ou qui sont des témoignages tout simplement. Donc, et c'est tellement dantesque ce qu'il raconte que je me suis dit en fait il faut repartir de là en fait. Leurs descriptions sont plus fortes en fait que les images que j'avais vues. Je me suis dit je vais essayer plutôt de repartir de ça. Quoi. Et puis d'images d'archives aussi, alors qui sont que des photos, hein, des photos qu'on peut retrouver à l'ECPAD ou dans tous les services d'archives des armées. Quoi. On peut revenir sur le choix de Romain Duris, vous oui. en avez parlé, mais c'était pour la salle tout à l'heure. Oui. Vous nous disiez que vous n'aviez pas pensé à Romain Duris, à un autre acteur plus balèze. Est-ce que vous pourriez préciser votre pensée? Et puis comment, finalement, votre regard s'est-il tourné vers Romain Duris et au point d'être convaincu? Au départ, en fait, oui, je pensais à des choses qui, pour moi, étaient plus évidentes. Donc des acteurs qui dégageaient peut-être plus de... Par exemple En fait, j'ai pensé, en l'écrivant, je pensais à Mathias Schoenaerts. Voilà. Mais peut-être qu'avec Mathias Schoenaerts, je n'aurais pas pu monter le film. Voilà. Parce qu'effectivement, Romain a une notoriété évidemment bien supérieure, mais c'est pour vous dire le type d'acteur, par exemple. Hein. Mais j'ai été amené, parce que je ne trouvais pas, parce que ça ne se faisait pas, et puis que... Et en fait, c'est plutôt c'est son agent qui m'a dit il faudrait que vous pensiez à Romain. Voilà. Et Romain, c'est vrai que je n'imaginais pas du tout là-dedans. Voilà. J'étais un peu prisonnier de mes préjugés, en fait. Puis, de l'image qui véhicule à travers ces films. Mais en fait, il n'a pas fait que ça. Et c'est vrai, quand on voit De Battre, mon cœur s'était arrêté, évidemment, ou Persécution de Chéreau, par exemple. Il a fait d'autres films, hein, puis il a fait des films de comment... enfin bref, ça me reviendra. Enfin bref, j'ai vu là-dedans, en fait, oui, des personnages plus sombres, etc., plus introvertis, quelque chose qui tranchait sur un jeune premier parisien, sémillant, un peu immature, des films de Clapiche, enfin dans lequel il excelle d'ailleurs, hein, mais c'est ou l'arnaqueur, etc. Donc, puis voilà, et puis en fait, je l'ai rencontré. Et alors je l'ai rencontré, je pensais qu'il avait lu le scénario, mais en fait, il ne savait pas. Il me dit, c'est juste mon agent me dit, il faut absolument que tu rencontres Emmanuel Courcol. Il m'a dit, il est à fond sur le film. C'est vrai que Laurent Grégoire, son agent, nous a aidé, il avait adoré le scénario. Et donc je lui ai raconté le film, il a dit, ça m'intéresse, je vais lire. Mais il l'a lu le lendemain, il m'a rappelé le lendemain. Quoi. Il m'a dit, et c'est drôle parce que le premier mot qu'il a dit, c'est peut-être ça qui m'a convaincu, il m'a dit, quel voyage. Et en fait, je crois que il avait
il avait compris l'esprit du film. C'était un voyage intérieur, un voyage aussi Extérieur. ouais, dans le temps et dans l'espace. Et à partir de là, effectivement, enfin, j'ai simplement envisagé le rôle différemment, en me disant, et si c'était lui, comment ça va être, effectivement. Et dans ces cas-là, ben, on voit tout ce qu'il va amener, lui, dans ses bagages, et puis tout ce qu'il aura à faire, le chemin qu'il aura à faire vers le haut. Et c'est vrai que et du coup, c'est intéressant parce que ça amène de la complexité aussi au personnage. C'est un personnage qui a ses fragilités, qui est très en tension comme ça, qui a une élégance. Alors je dirais que des fois je dis pour faire... j'étais plutôt sur un Gabin au départ, et en fait c'est devenu plus un Pierre Franet. Voilà, un peu. C'est un peu ça, disons. Et du coup après je me suis dit en fait c'est mieux. Et le choix de Céline, je la connaissais pas, mais je la connaissais juste, je l'avais vue dans 2 ou 3 films et je l'imaginais là-dedans. Dans cette femme indépendante, oui. Moderne. Moderne, parce que je trouve que c'était une actrice que je connaissais pas, mais je trouvais qu'il y avait une espèce de liberté qui se dégageait d'elle, et en même temps une grande sensibilité, quelque chose de tragique aussi, qu'elle ne joue jamais. Une volonté aussi qu'elle a. Et une espèce de volonté cette espèce déjà de suffragette. Quelque chose de décidé en même temps, et d'irréductible comme ça. Et donc voilà, je dirais qu'à l'écriture déjà, je l'avais dans un coin de ma tête. Et puisqu'on est sur les personnages, il y a aussi la mère qui est un beau personnage, magnifique. Oui. Et Madeleine, c'est toute cette douceur qui contrebalance. Oui, moi j'adore les comédiens en fait, ce sont mes pères, puisque je viens de là moi. Donc Marie-Vonne, j'avais joué avec elle il y a longtemps, au théâtre. Et j'ai toujours gardé un lien très amical avec elle, mais c'est vrai que je l'imaginais tout à fait dans le rôle. Je pense à elle très tôt. Et Julie-Marie Parmentier, donc qui fait Madeleine, et puis Grégory Gadebois, j'avais tourné un court-métrage avec eux avant. Voilà, c'est des acteurs aussi exceptionnels pour moi. C'est des gens qui sont dans une subtilité incroyable. Alors si on parle de personnalité exceptionnelle, vous avez une Rolls au niveau de la photo, chef opérateur, Tom Stern, chef-op des films de Clint Eastwood, qui a vécu, qui vivait en partie en France. Oui. Mais pour un premier film, c'est exceptionnel, non? Bah oui, mais dans le fond, j'ai mis le temps pour faire un premier film, alors autant commencer tout de suite avec le 10e film. En fait. Je me suis dit, je vais commencer par faire le 10e. Non, mais c'est un petit peu le hasard des rencontres. Quand on m'a dit, faudrait penser à Tom Stern, je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Donc je l'ai rencontré, il a lu le scénario, ça lui a plu, on s'est bien entendu. Puis c'est quelqu'un, évidemment, c'est un grand technicien, un artiste de la photo, et puis c'est quelqu'un aussi qui se met complètement au service du projet. Et c'est une des premières choses qu'il m'a dit. Moi, je n'ai pas d'esthétique, mais votre esthétique sera la mienne. C'est-à-dire que je me mettrai moi, je me mets au service du film. Voilà. Il m'a tout de suite, je m'arrangerai pour qu'il ne vous manque rien. D'où d'ailleurs les couleurs, la photo différente quand on est en Afrique, quand on est au village, quand on est de nuit, de jour, qui renvoie d'ailleurs à l'esprit et à ce qui tiraille l'esprit intérieur. Oui, parce que de toute façon, je voulais un film comme ça, extrêmement rythmé par les couleurs. Bon, déjà, les décors sont là, qui imposent une couleur. Hein. Mais j'ai quelque chose d'assez chatoyant comme ça. Et puis surtout, c'est vrai que c'est un film dans lequel on s'embarque, il y a des grandes variantes de rythme. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des plages qui sont plus contemplatives, hein, comme en Afrique, et puis il y a des accélérations, etc. Et c'est rythmé aussi pour moi par cette lumière très différente, jour, nuit, ville, campagne, etc. Eau, sable. Même dans le grenier, on pose toute une autre couleur, toute une autre atmosphère qui annonce déjà presque la tragédie qui va suivre. Oui. Non, et puis il y a
puis il y a aussi, oui, tout ça, c'est le confinement aussi de la maison familiale, avec tout le drame confiné à l'intérieur. En fait, je pense que c'est un film aussi qui est assez sensoriel, en fait. Qui est pas, et ça passe aussi beaucoup par ça, la compréhension du film, en fait. Je crois que c'est un film dans lequel il faut s'abandonner un peu à ces sensations, en fait. Qui sont des sensations un peu primaires. Dès le début, d'ailleurs, c'est la peur. Hein. Et puis, il y a une sensualité, oui, quelque part. Alors bien sûr, vous connaissiez bien les plateaux de cinéma, puisque vous avez un parcours de comédien, oui. Mais par rapport à vos scénarios, ce que vous avez écrit, je pense que votre travail s'arrêtait souvent au premier jour de tournage, en tout cas. Oui. Mais là, de pouvoir accompagner, de mettre en scène votre scénario et de vivre, vous l'attendiez, cette expérience de réalisateur, est-ce que la réalité a été à la hauteur de votre attente ou... Non, ça a été beaucoup mieux même. Non, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, comme c'est une chose que j'ai mûrie depuis longtemps, en fait, mais tout simplement parce que je crois que il faut du temps, enfin en tout cas pour moi, il me fallait du temps pour me sentir légitime. En fait. C'était le cinéma. Moi, je viens principalement du théâtre, et le cinéma pour moi était quelque chose de très intimidant, en tout cas auquel. Alors il s'est trouvé que je suis rentré par la porte de l'écriture. C'est ma rencontre avec Philippe Lioré, en fait, qui m'a fait rentrer là-dedans, et ça a été un accélérateur pour moi. Mais de là à passer vraiment à l'action, vraiment, action, et ça fallait que je me sente légitime. Donc ça a pris du temps, que je m'apprivoise avec ce monde-là, que je me... Voilà, j'ai essayé d'accompagner au maximum les films de Philippe sur les plateaux pour apprendre, en fait. Et puis aussi en tant qu'acteur j'ai tourné, donc aussi j'ai appris. Et puis avec l'âge j'ai pris. Puis à un moment donné je me suis dit bon c'est maintenant, sinon après ce sera pour une autre vie, donc je suis pas sûr qu'elle arrive. Donc non mais j'ai pris et finalement on me demande souvent, t'as dû avoir peur, ça dit t'as avoir le trac et tout. Mais en fait non. Et c'est vrai que ce premier jour de tournage, quand je me suis retrouvé en Afrique avec Romain Duris et Tom Stern à côté de moi, en fait, je n'avais absolument pas peur. Et je me regardais faire, je me disais, mais enfin, c'est incroyable, t'as pas peur. Il me dit, non, je suis là, enfin, j'étais assez à l'aise. Je crois que j'étais prêt, tout simplement. C'est pas pour me vanter, hein, mais c'est comme ça. Hein, c'est pas... D'ailleurs, je me vante pas. C'est pas mon genre. On sent cette espèce d'osmose du bon moment, des choses à saisir. En même temps, on est dans les mêmes thématiques que Lioré, on est sur l'âme humaine. Ah bah oui, je crois que de toute façon, si on a été amené à travailler ensemble sur plusieurs films, c'est bien qu'on avait des affinités sur ce plan-là. Et puis que après, voilà, c'était aussi l'envie pour moi d'aller au bout de mes idées. Je crois qu'il s'installe aussi, pour moi, il s'est installé petit à petit une forme de frustration dans le travail de l'écriture, parce que évidemment les choix sont, c'est le réalisateur qui est le maître d'œuvre. Le scénariste se met un peu quand même au service du réalisateur, qui écrit avec lui, c'était le cas avec Philippe, et donc c'est bien légitime. Donc je me suis dit, à un moment donné, il faudra que ce soit moi qui dicte les choix. Même si je ne suis pas très sûr de moi, même si je doute beaucoup, j'assumerai mes choix. Du coup, vous êtes satisfait du scénariste Emmanuel Courcol, enfin vous, réalisateur? Oui, mais je pense qu'il peut mieux faire. Mais après le passage au tournage, au montage surtout, après on envisage un peu différemment l'écriture. Je pense qu'il y a des choses que j'aurais pu changer dès l'écriture. Mais c'était pas mal. Et du coup, Romain Duris va devenir votre Vincent Lindon? Je sais pas, pourquoi pas. En tout cas, comme ça a été vraiment une très belle collaboration, c'est très bien entendu. Et puis que c'est un acteur, je dirais, facile, dans le sens où c'est quelqu'un qui est d'abord très, très bosseur, très sérieux dans le travail, très consciencieux, et puis qui est beaucoup en demande de collaboration avec le réalisateur. Pas quelqu'un qui fait son truc dans son coin et qui ne peut pas parler, mais au contraire. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. Et donc voilà, et puis c'est vrai que c'est quelqu'un d'agréable en plus sur un plateau. Donc, ça ne gâche pas le plaisir, donc d'accord.
je repartirai avec lui peut-être, si j'ai quelque chose pour lui, et s'il est d'accord. Mais je crois que lui, il serait plutôt partant, donc on verra bien. Justement, est-ce que vous avez un projet déjà, une thématique? Oui, oui, j'ai un projet, je suis en train de finir sur la fin de l'écriture de mon scénario. Alors là, pour le coup, ça n'a plus rien à voir, c'est un film contemporain qui met en scène des détenus qui montent une pièce de théâtre. Alors c'est très vague, hein, mais en tout cas c'est autour de ça, et ça se passe en France de nos jours. Le point d'élément déclencheur, c'est quoi? Enfin, l'idée, c'est quelque chose que vous avez vécu? Non, c'est d'après un fait divers en fait. D'après une histoire vraie, comme on dit sur les affiches. Et pour en revenir au film, dès le départ, quand vous l'avez écrit, quand vous l'avez réalisé, vous avez pensé à opposer l'espace extérieur et l'espace intérieur du personnage. C'est-à-dire que quand il est resserré dans son mental, dans son esprit, l'espace extérieur est large, et quand son esprit s'ouvre à l'amour, à la femme, l'espace se rétrécit. Oui, c'est assez vrai. Ouais. Oui. C'était pour moi une évidence, en fait, effectivement. Mais pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir un esprit assez dialectique, en fait. J'aime bien mettre quelque chose et son contraire en même temps. Donc, il y a un contrepoint comme ça, ça en fait partie. Vous avez aussi montré les années folles, oui. Paris des années folles, bon, on voit ça aussi souvent au cinéma, hein, cette période-là, les années 20, dans la folie de l'après-guerre. Oui, bah c'est une période qui est évidemment très intéressante, qui est très célèbre mais peu connue finalement. C'est vrai que, encore une fois, c'est ce paradoxe-là, c'est confronter un type qui est fracassé, qui est plongé du jour au lendemain au milieu des paillettes et des danseuses nues, et d'une espèce de... Alors, là aussi, ça m'amusait de le plonger dans cette séquence de fêtes, de cabaret de jazz avec un orchestre noir. C'est le début du jazz, hein, c'est le début du jazz, avec des musiciens noirs américains, puisque c'est eux qui ont amené le jazz, et des gens déguisés en africains ou en coloniaux, donc plongés au milieu d'une Afrique de pacotille, comme ça, c'est évidemment, ça tendait tout de suite, ça tendait le personnage, quoi. Mais en même temps, c'est le côté dérision de l'époque. Oui, son regard sur les colonies qu'elle ne connaît pas ou qu'elle voilà, croit c'est connaître. tout à fait ça, c'est une espèce d'ironie comme ça. Il y a de la comédie au fond. Mais en fait, probablement qu'il y a un peu plus de comédie qu'on ne ressent à la première vision. Mais en fait, j'ai essayé de mettre des moments de comédie, c'est sur un mode assez ironique quand même. Mais il y a des moments de comédie quand même dans ce film. Cocasse, je dirais, ou décalé. En Afrique ou... Avec le pique-nique, par exemple, qui est un beau moment. Il y a, par exemple, cette séquence avec l'enfant. Avec l'enfant, oui. Qui apprend les signes du langage, oui. Qu'on croit muet, qui en fin de compte ne l'est pas. Oui. Et après, quand on apprend la vérité, déjà il y a des indices comme ça. Vous aimez aussi justement glisser ces petits indices qu'après le spectateur a une deuxième. Oui, mais je pense qu'il y a énormément d'indices dans ce film. C'est pas que j'ai eu envie de faire un jeu de piste spécialement, c'est que, en fait, pour nourrir la vie d'un personnage, il faut quand même induire beaucoup d'arrière-plan. Et donc, c'est des choses qui s'échappent comme ça. Voilà, il ouvre un tiroir, on voit une photo, voilà, il a été marié, quoi. Paf, et ça se referme. Et voilà, si on a braillé pendant ce temps-là, on l'a pas vu, quoi. Donc, il ne faut pas revenir voir le film. Mais c'est vrai que ces petites choses-là, en fait, donnent beaucoup de profondeur, d'arrière-plan, en fait, au personnage. Et c'est vrai que c'est un film qu'il faut voir plusieurs fois. Donc je le dis, effectivement, prenez un abonnement. Bon pour les entrées. Vous donnez beaucoup d'importance à la langue des signes. Alors historiquement, elle était vraiment utilisée auprès des blessés psychiques, par exemple, de la Première Guerre mondiale. Pourquoi cet axe-là? Alors, la langue des signes, je l'ai abordé, mais je n'ai pas traité le sujet
véritablement, parce que ça prendrait trop de place aussi. Mais moi j'ai utilisé la langue des signes juste comme une espèce de vecteur de socialisation en fait, du personnage qui est complètement muré dans son mutisme et dans sa surdité. Et c'est aussi... alors, la langue des signes, comment elle était pratiquée à l'époque? On a mis beaucoup de bâtons dans les roues à cette langue, parce qu'il ne fallait pas qu'elle soit pratiquée. Ça a été interdit, etc. Enfin, c'était interdit, on n'allait pas en prison, mais c'était dans l'institution, à un moment donné, ça a été interdit. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était la volonté de la mère, en fait, d'amener... ça traduisait, si vous voulez, la relation de cette mère avec ce fils dont elle ne sait pas quoi faire, et elle cherche quelque chose pour le tirer de cette espèce de torpeur, cette mort en fait lente. Et il y a cette jeune femme qui surgit et qui vient lui enseigner la langue des signes. Et tout d'un coup, elle capte quelque chose chez lui qui est bien plus que la communication, c'est déjà les sentiments. C'est une ouverture sur un avenir possible, même si ça prend du temps, même si c'est difficile. C'est déjà des fantômes vivants, tous les deux. Oui. Et quand elle arrive à Kessing et qu'elle se met à la fenêtre, tout à coup il voit, alors qu'il ne voyait plus. Et il ne veut pas voir, effectivement. Et ça le séduit, ça. Cette fille qui fait comme une blague quasiment, hein, qui revient devant lui, et c'est le personnage, hein, parce qu'elle a fait quasiment pareil avec Georges aussi. Ouais. D'une autre façon, mais elle se met devant lui, elle se met face à lui et lui dit ouais, je suis comme ça et ce ne sera pas autrement avec moi. Et c'est deux fantômes qu'elle éveille en fait. Oui, oui. Les fantômes ne sont pas qu'à l'intérieur, ils sont aussi extérieurs, ouais. C'est extraordinaire. J'ai une question, Catherine. Voilà, pourquoi la langue des signes elle a été interdite? Parce que à une époque, on voulait absolument que ça passe. Par l'écrit, je crois, il fallait lire sur les lèvres, il fallait absolument apprendre à parler aux sourds-muets. Voilà, on a considéré à un moment donné que ça allait en fait, que ça allait les maintenir dans une forme de. Et puis je pense qu'il y a quelque chose qui va effrayer les gens, qui est étranger, quoi, qui est étranger au monde des entendants. Cette langue fait un peu peur d'une certaine façon, parce que c'est une langue étrangère. Et donc pour mettre les gens dans la société, dans notre société, je crois que c'est une question qui est générale, qui est de la je cherche ce mot qu'on emploie tout le temps. C'est la discrimination, voilà. Oui. C'est vraiment de la discrimination. Puis c'est le geste aussi. Le geste, et puis il y a quelque chose aussi qui était peut-être considéré comme un petit peu vulgaire, dérangeant. C'est le feu, je crois. Ouais. Merci.